Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour approcher les requins, voir si c'est pas eux qui nous approchent. Donc cet exposé est fait pour mieux les connaître. Un petit quiz pour débuter. En moyenne, combien de morts les attaques de requins causent-elles dans le monde? 6 par an, 60 par an, 150 morts par an, 600 morts par an, 2000 morts par an, 100 000 morts par an. Nous verrons un peu plus tard la réponse. Autre question, combien de fois un requin blanc mange-t-il l'équivalent de son poids par an? Une fois, 8 fois, 10 fois, 25 fois, 50 fois. L'inconnu, on en a peur. Connu, c'est beaucoup plus facile. Le requin, comme bien d'autres animaux, a souffert de l'ignorance, de fantasmes, comme le gorille ou le loup. Lorsqu'on les connaît, on se rend compte que notre peur est injustifiée. On peut nager même avec des requins blancs. Diane Fossette a vécu avec les gorilles sans problème, ou les loups ne sont pas ces mangeurs sanguinaires qui mangent nos enfants. Un peu d'anatomie, mais très brève. Donc le requin est un poisson cartilagineux, donc son œil. Ces fentes branchiales qui sont typiques des poissons cartilagineux, donc des requins et des raies. Les nageoires pectorales, les nageoires pelviennes. Les organes copulateurs, en fait, chez le mâle, il y a des ptérygopodes. Donc c'est des appendices externes qu'on peut constater chez les requins mâles. La femelle n'a qu'un orifice urogénital. Donc lorsqu'on est sous l'eau, vu de dessous, on peut voir si c'est un mâle ou une femelle. Il y a des nageoires anales, des nageoires caudales et les nageoires dorsales. Massacre en mer. 100 millions de morts par an. 3 tués par seconde dans le monde, un prédateur sans pitié. Avec les moyens de prédation sans pareil, il ne mange qu'une part infime de ce qu'il tue. C'est l'homme, les victimes ce sont les requins. Quand on voit ces images d'un marché aux requins à Bangkok, ça ne se passe pas que en Asie. Partout dans le monde, il y a la chasse aux requins. Mais ces images ne parlent pas d'elles-mêmes. Capture totale en tonnes, on voit que depuis les années 50, la capture de requins a augmenté de façon énorme. En 2004, 109 000 tonnes de raies et de requins ont été pêchées, dont 46% par l'Espagne, 19,5% par la France, 14,6% par le Royaume-Uni et 6,5% par le Portugal. Qu'on a tendance à dire ah ben c'est les Asiatiques, les Chinois qui mangent tout et tout, eh bien on voit que les Européens ont une part très importante là-dedans. L'Union européenne en 2004 a représenté 40% des exportations mondiales et 30% des importations. Qui a mangé du requin? Qui a mangé de la saumonette, du veau de mer, du chien de mer, de l'ange de mer? La saumonette, c'est du squale-liche, ou du requin chagrin, ou du requin A, de la grande ou de la petite roussette, de l'émissole tacheté ou lisse, de l'Emilia coma, c'est tout du requin. Le veau de mer, c'est du requin mako ou du requin tour. Le chien de mer, c'est du requin A, ou de l'émissole tacheté ou lisse. Tout ça, c'est toujours du requin. L'ange de mer, c'est du squatima squatima. C'est tout du requin. Sur les étals de nos poissons, on ne dit pas requin. On donne des noms plus commerciaux que ça passe plus facilement. Mais
nous en avons tous mangé. Et on voit, ça a des conséquences phénoménales, les déclins de population des requins depuis les années 70. On voit le requin blanc, 79% de la population a disparu. Et en rouge, c'est la population restante. Et en gris, la population qui a disparu. Le requin renard, 80% a disparu. Le requin tigre, 97% de la population a disparu. Le requin marquois licorne, 97%. Le requin bulldog, 99%. Le requin sombre, 99%. Le requin marteau lisse, 99%. Le requin taupe, 99%. On voit que les requins ont été décimés dans ces océans. On pensait que c'était une ressource qu'on ne pouvait pas détruire. Eh bien si, on a détruit plus de 90% des requins. Et quand on regarde la chaîne alimentaire, une tonne de phytoplancton donne 100 kg de zooplancton. Ce zooplancton donne 10 kg d'alevins, de crustacés ou de poissons, 1 kg de poissons fourrage, des sardines, des maquereaux, des spars, des anchois et tous ces petits poissons, et 100 grammes de grands prédateurs. Mais si on diminue le nombre de prédateurs, ben les poissons fourrages, ils augmentent. Donc, ce qui est en dessous, les alevins et tout ça, sont détruits plus, le zooplancton augmente et le phytoplancton diminue. Donc, si le requin disparaît, toute la chaîne alimentaire est déséquilibrée avec des conséquences que nous ne pouvons mesurer. Respecter les requins, notre vie en dépend. Oui, le requin est dangereux, c'est un prédateur. Mais s'il est dangereux, c'est principalement pour ses proies. Qui est le plus dangereux? Le requin, le lion, le crocodile, le serpent, le scorpion, les méduses, les guêpes ou les abeilles, les hippopotames, les éléphants, les moustiques ou les noix de coco? Quand on regarde le nombre de morts par an, 1 million de morts à cause des moustiques, 100 000 à cause des serpents, 3 000 à cause des scorpions, 2 000 à cause des crocodiles, 600 à cause des éléphants, 400 à cause des guêpes ou des abeilles, 250 à cause des lions, 200 aux hippopotames, 150 de chute de noix de coco, 100 à cause des méduses, et l'année passée, 5 morts à cause des requins. On voit que les requins sont un danger tout à fait relatif. Pour un décès par attaque de requin, il y a aux États-Unis 11 décès par accident avec des pétards ou des feux d'artifice, 47 décès dus à la foudre, 273 décès dus à une exposition fatale au soleil, 762 décès par accident de vélo, 3300 décès par noyade, 17 000 chutes mortelles, 31 000 suicides, 44 000 accidents mortels de voiture, 59 infections mortelles dues à la grippe. On ne parle pas du coronavirus. 99 infections mortelles nosocomiales, donc maladie contractées dans les hôpitaux. Près de 550 000 cancers létaux, donc mortels, et près de 650 000 crises cardiaques. Mais oui, il y a des attaques de requins. Et quelles étaient les activités des victimes lors de ces attaques? On constate que c'est en grosse majorité les surfeurs, 53%. 25% étaient des nageurs, 11% des nageurs avec palme ou en situation de chasse, 8% des bodyboarders et seulement 1% des plongeurs. L'or n'est pas celui qu'on imagine. L'appétit des requins, alors que c'est un des plus exigeants en énergie, le requin blanc consomme 2,5% de son poids par jour. Cela fait en un an 8 à 9 fois sa masse. 5 fois en moyenne pour tous les autres requins. À titre de comparaison, l'homme mange 10 à 12 fois son poids par an. L'oiseau et les petits mammifères engloutissent 90 à 180 fois leur masse. On voit que le requin 8 fois, donc l'homme 10 à 12 fois, le rongeur 90 fois, et les petits passereaux 180 fois. Donc on s'aperçoit que la mésange dans notre jardin est vraiment
beaucoup plus vorace qu'un requin. Par contre, oui, il y a des attaques, et le top 5 des requins les plus impliqués dans les attaques. En 5e position, le grand requin marteau, le requin océanique en 4e position, le requin bulldog en 3e position, le requin tigre en 2e position, et le grand blanc quand même en 1re position. L'essence des requins. En fait, le sens du toucher, les requins, grâce à plein de petites cellules qui sont tout au long de leur corps, dans leur peau, ont un sens de toucher très aigu. Leur peau également leur permet, par des petits pores donnant sur des alvéoles, d'avoir le sens du goût. Ils goûtent donc l'eau qui permet de déterminer leur composition. En plus, donc, les papilles gustatives dans la bouche, où il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup moins que nous, mais il y en a également dans l'œsophage. Le sens de l'odorat est très développé chez le requin. En fait, l'aire olfactive représente 2/3 du cerveau du requin. C'est pour dire l'importance que ça a pour lui, l'olfaction. Cette olfaction, contrairement à nous, il n'a pas besoin d'inspirer ou d'expirer pour pouvoir ressentir. Il a une circulation au niveau de la narine qui permet de sentir en permanence. Et il détecte la différence entre la narine gauche et la narine droite, ce qui lui permet de repérer d'où vient l'odeur et de repérer des proies éventuelles depuis très très loin. Ils ont une sens d'audition très développée. Ils ont des capteurs de pression tout au long de leur colonne vertébrale, la ligne longitudinale, qui leur permet de repérer tout leur environnement. C'est une espèce de toucher à distance, et ça permet aussi de repérer les courants et aussi d'avoir une vision 3D rien qu'avec le toucher de la différenciation de pression. Le sens de la vue, contrairement à ce qu'on pensait, peut être pas si mal, mais c'est pas son sens principal. Ils ont le sens de l'électroréception, donc dans les ampoules de Lorenzini, qui permettent de détecter leur proie, même enfouie dans le sable. Cette électroréception est très sensible. Les requins sont sensibles à 1/5 de milliardième de vol par centimètre. Ça représente comme si on branchait une pile de 9 volts entre Marseille et Alger. Lorsqu'elle est allumée, et ben le requin détecte cette variation de voltage. On voit l'essence du toucher, de température et de goût, c'est un contact direct. Par contre, le champ électromagnétique, c'est inférieur à 3 mètres. La vue et les vibrations, c'est inférieur à 100 mètres. L'odorat supérieur à 100 mètres et l'ouïe plus d'1 kilomètre. La nage, en fait, en bougeant sa nageoire caudale, le requin avance. Les nageoires pectorales et anales servent comme des ailes d'avion pour le maintenir vers le haut. Sa nageoire dorsale empêche les roulis. Ils doivent nager continuellement, sinon ils coulent. Les requins emmagasinent une huile, le squalène, dans leur foie, ce qui réduit la densité. Et leur ossature est composée de cartilage et donc plus léger que l'os, donc ce qui permet de le alléger. Donc en fait, la propulsion avec la caudale, stabilisateur avec les nageoires, et un centre de gravité qui est avec une faible densité grâce à son poids léger, grâce au squalène et grâce à son ossature en cartilage. Le savez-vous, le requin change en permanence ses dents. C'est comme un tapis roulant et chaque fois qu'il y en a une abîmée, pof, il est remplacé tout de suite, ce qui permet d'avoir au requin des dents toujours très performantes. Ce qui explique aussi pourquoi parfois on peut trouver une dent de requin dans le sable. La peau de requin. Elle est constituée de denticules semblables à de minuscules dents modifiées constituant la peau de requin. La structure de cette peau si particulière permet une excellente pénétration dans le milieu aquatique, doublée d'un déplacement très silencieux. L'homme s'en est largement inspiré pour améliorer les performances hydrodynamiques des sous-marins
c'est des combinaisons de nage, les sharkskin, ou le revêtement des avions. Quand on regarde les requins, en le comparant à un lamantin, un requin peau bleue, une baleine bleue, un requin tigre, en fait, on voit que la peau de requin est particulière. Les chercheurs ont remarqué que contrairement à d'autres animaux marins comme les baleines ou les lamantins, aucune algue ne se développe sur la peau du requin. C'est dû à sa structure. Cela a été copié pour le revêtement des bateaux. La structure de la peau de requin a été aussi convertie en micromotifs ou même nanomotifs, donc microscopiques, la sarclette. Même les bactéries ne parviennent pas à adhérer sur une surface pourvue de ce film transparent. Ils ne peuvent donc plus se développer. La technologie offre donc un fort potentiel pour les hôpitaux. Il y a 200 millions d'années, le requin a fait son apparition il y a plus de 400 millions d'années, bien avant l'arrivée des dinosaures et celle de l'homme. Les requins modernes sont apparus il y a 200 millions d'années. Ils ont très peu changé depuis leur apparition. Les rencontres avec l'homme, les éléments à prendre en compte, c'est son comportement, sa zone d'évolution, le type d'approche, quelle espèce. Le comportement du requin. Le comportement normal, le requin a une silhouette normale, nage en ligne droite, alors qu'un requin qui fait une parade d'intimidation a le dos voussé, éventuellement ses nageoires pectorales rabaissées et nage en zigzag. Les nageoires pectorales rabaissées, c'est mis un peu en question parce qu'en fait, c'est pour pouvoir lui permettre de pouvoir virer plus rapidement, qui baisse ses nageoires pectorales vers le bas. Donc c'est pas spécialement qu'il veut intimider, mais c'est qu'il se prépare à éventuellement devoir tourner rapidement. Les zones d'évolution, en fait, s'il est en dessous, c'est plus d'observation. Au même niveau, c'est une observation plus fine, l'inspection du territoire ou de la rivalité. S'il est au-dessus, c'est prise contrôle territorial, c'est une attitude de dominant. Si on voit ce requin marteau qui est en dessous, qui nage en cercle, c'est une nage d'observation. Il n'est pas particulièrement inquiet. Il regarde ce qui se passe, qui est cet intrus, et puis comme ça ne l'intéresse pas, il s'en va. Là, quand on voit ce requin qui avance, lui, il est en zone beaucoup plus dominante, il est au-dessus. Il tourne autour. Il est beaucoup plus curieux, beaucoup plus inquisiteur. Il peut s'approcher vraiment très fort. Mais il n'est pas agressif, ça ne l'intéresse pas. Et donc il s'en va. En fait, comme nous avons une zone active. Donc c'est une zone dans laquelle on ne souhaite que nous ne tolérons personne qui rentre, sauf vraiment quelqu'un de très très intime.
Les zones personnelles, c'est les zones qu'on garde, même dans une conversation, ben on garde les personnes à une certaine distance, 30-40 cm, sont les personnes, les amis. Une zone sociale, dans une réunion, eh ben on tolère les personnes un peu plus qu'on connaît un peu moins, un peu plus distantes. Et puis, sans avoir de gêne particulière, eh ben, pour les personnes inconnues, ils doivent être à une certaine distance plus importante. Sinon, ça nous rend nerveux. Le requin, c'est la même zone aussi. Et ces zones, en fait, d'un requin à l'autre, ou d'un moment à l'autre, eh ben, peuvent être plus importantes, ou plus proches, plus tolérantes. Ou en cas de coronavirus, en fait, la zone sociale doit s'élargir pour garder nos barrières. Type de comportement. L'attitude craintive, l'attitude ignorante, l'attitude timide, l'attitude curieuse, l'attitude dominante. En fait, quand on s'approche d'un requin, si on rentre dans ces zones, et notamment la zone intime, et bien hop, il s'en va. Ici, on voit un requin timide, c'est un requin pointe blanche, qui est sous son récif. Il tourne, il ne s'approche pas. Il sait très bien qu'on est là, et il a une attitude réservée. Pour un timide, quand il s'approche, dès qu'on rentre dans sa zone sociale, eh bien il se éloigne. Par exemple, ce requin renard s'approche de nous, et là, il s'approche dans la zone sociale, et pour lui, c'est un timide, donc il ne veut pas, elle est assez loin, et il ne veut pas y rentrer, donc il s'éloigne. Il se ressaisit en disant oui, mais bon, c'est qui cette personne, c'est intrus, et il se rapproche, mais il ne veut pas diminuer la distance à outrance, il reste à distance sociale très éloignée. Et c'est pour ça qu'il s'éloigne. Certains requins, qui sont très sur d'eux, dominants, ignorent totalement le plongeur. Et donc ils passent sans tenir compte des zones publiques, sociales, voire personnelles. Donc, par exemple, le requin-baleine qui est en phase de nourrissage peut tout à fait ignorer le nageur qui est près de lui et continue sa route sans tenir compte de notre présence. Pour certains requins, avec une attitude curieuse, voire dominante, mais ils s'approchent très fort. Par contre, quand les zones intimes se rencontrent, mais là, ils se sauvent. C'est le cas de Solongimanus, qui est assez dominant. Il vient par le haut, il s'approche, et là, hop, on rentre dans les zones intimes, et ça, pour lui, c'est trop énervant. Donc, hop, il s'éloigne directement. Alors, les types d'approche peuvent être craintives, peut-être passives, approche inquisitrice, une approche lente, c'est plus souvent le cas, et hop, le requin, quand il s'approche trop, eh bien, il change de direction et il s'éloigne. Si cette approche est beaucoup plus rapide, là c'est plus dangereux, parce qu'on ne sait pas vraiment quelles sont ses intentions. Si c'est de l'intimidation, si c'est de la prédation, donc attention. L'approche en angle mort, elle aussi est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas arriver, donc on ne sait pas ce que fait le requin et quelles sont ses intentions. Mais aussi, si on s'aperçoit brusquement de sa présence, on peut avoir un comportement nerveux, ce qui peut rendre le requin nerveux également. Différentes trajectoires peuvent avoir lieu. L'approche en vide, l'approche inquisitrice qui vient très proche de nous et qui tourne et qui revient. L'approche frontale, hop, il fonce et puis il se sauve. Ou la onde inquisitrice où il tourne autour de nous et si le cercle sera diminué, et bien tout ça peut être dangereux, il vaut mieux évacuer la zone. Voici un requin léopard filmé en Thaïlande. C'est un requin assez passif,
mais sûr de lui aussi. Il passe sa trajectoire, il passe devant sans trop faire attention. Mais comme souvent tous les requins, mais il est curieux et donc il revient voir en fait quels sont ses intrus. Et sa curiosité peut l'emmener très très proche. Par contre le flash et la proximité du photographe, la font qu'il s'en va et il ne reviendra plus. Lors d'une rencontre avec un requin, on doit rapidement prendre en compte et analyser les différents éléments. L'espèce de requin, ce qui permet de déterminer sa nature, s'il est craintif ou dominant, la profondeur d'évolution du requin, au-dessus, au même niveau ou en dessous, les éventuelles limites spatiales, il faut laisser toujours de l'espace au requin, et l'angle d'approche du requin, s'il vient vers le plongeur ou s'il s'éloigne. La distance du requin par rapport au plongeur, s'il est loin ou proche, et la vitesse du requin, lente, rapide, voire saccadée pour intimidation. Et son langage corporel, son attitude. Une approche et l'environnement, attention, un requin qui est dans une grotte peut avoir une réaction de défense parce qu'ici ils se sont coincés, donc il faut toujours lui laisser une possibilité d'évasion. C'est la même chose si on arrive avec un milieu peu profond, le requin peut prendre peur et donc avoir une attitude de défense. Il vaut mieux avoir une approche passive, c'est-à-dire plus avoir une nage parallèle au requin, et comme ça on peut le voir plus longtemps. Les zones dangereuses lorsqu'on plonge, les zones de sécurité c'est plus sous le bateau, ou à proximité du récif ou sur le fond. Les zones danger et risque, c'est en surface ou les zones de plus grande sécurité en plongée. La zone de sécurité est plus sous le bateau ou à proximité du récif ou du fond. Les zones plus à risque sont en surface ou au large. La plongée avec les requins. Attention, aucune règle n'est infaillible. Nous pouvons cependant observer des règles comportementales valables dans bien des cas. Mais il faut toujours faire attention. Dans tous les cas, écoutez bien le briefing d'un guide expérimenté connaissant le comportement des requins locaux. Gardez un œil sur les requins des environs. Essayez de décoder leur comportement, une possible parade d'intimidation par exemple. N'acculez jamais un requin contre une paroi ou dans une grotte, il doit toujours pouvoir fuir, sinon il peut se sentir menacé. Comportez-vous correctement, pas de flash photographique, ne pas faire de bruit intempestif. Dans tous les cas, soyez calme. Le requin vous scanne, détecte votre activité cérébrale, votre fréquence cardiaque et tout ça. Et plus vous êtes nerveux, plus il peut être nerveux ou se dire « Oh, ça c'est une proie intéressante ». Votre stress vous fera passer soit pour une proie, soit pour un dominant, soit stressant pour le requin timide. Donc, préparez votre plongée et soyez prêt. Faites-vous accompagner par une personne possédant une expérience. Restez calme, nagez lentement. Ne faites pas de mouvements brusques. Évitez autant que possible de faire trop de bruit. Si vous êtes mal à l'aise, quittez la zone calmement. C'est qui le patron? Il faut rester zen, tant que faire se peut, même si c'est pas vrai, mais en tout cas, être calme. Plutôt se comporter, se mettre à la verticale pour paraître plus grand, éventuellement vous approcher un petit peu pour dire moi j'ai pas peur de toi, éloigne-toi. Il vaut mieux avoir des couleurs sombres, ça se prévoit avant la plongée, plutôt que des couleurs contrastées. Ça attirera moins le requin. Toujours vous le regardez dans les yeux, vaut mieux être nombreux. Si le requin, malgré tout ça, s'approche et est trop inquisiteur, il vaut mieux se reculer lentement, tout en gardant
un œil sur le requin. Face à un requin timide, il faut rester calme, nager lentement, ne pas faire de mouvements brusques, éviter de fixer du regard le requin, regarder le coin de l'œil, puisque en fait le regarder droit dans les yeux, c'est dire oh, c'est moi qui commande, voire tu m'intéresses beaucoup. Donc pour un requin timide, il vaut mieux regarder que du coin de l'œil. Ne vous mettez pas dans une position verticale, donc c'est contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, pour vous montrer plus timide, plus discret, mettez-vous plutôt horizontal, restez près du fond, fondez-vous dans l'environnement. Pour prolonger les rencontres avec les requins, tirez profit de la curiosité naturelle des requins. Respirez doucement et soyez détendu. Essayez de taper deux cailloux l'un contre l'autre ou de frapper votre couteau contre votre bouteille. Ceci ravivera la curiosité des requins et attirera les requins vers vous. Un bon moyen de les attirer est de plonger avec une bouteille d'eau en plastique vide. En écrasant le plastique avec votre main, la bouteille produit un son qui, répété, intrigue ces requins et viennent donc au contact. Si vous devez faire surface en présence de requins, déplacez-vous lentement. Ne quittez jamais les requins du regard. Rejoignez directement votre site de sortie sous l'eau. Évitez de nager de longues distances en surface. Quand vous aurez rejoint votre point de sortie, bateau, le dock ou la plage, quittez l'eau rapidement mais sans précipitation. Lors de la mise à l'eau, entrez doucement, ne pas surprendre les requins, qui pourraient prendre peur. Cette présentation, il y a énormément de livres qui parlent des requins, mais les requins très intéressants pour nous plongeurs sont les livres de Steven Surina, qui m'ont servi grandement à préparer cette présentation. Vous avez d'autres requins, deux livres que j'aime aussi beaucoup. Voici ici. Et puis des requins qui comportent des histoires avec les requins qui sont intéressants. Sur le web, vous avez le site de Shark Education et le site Shark Mission qui ont des informations intéressantes et qui développent la connaissance des requins et leur défense. Vous avez également la Shark Attack qui recense toutes les attaques de requins dans le monde. Voilà, je vous remercie de votre attention et au revoir. N'ayez pas peur des requins, ils ont plus peur que nous.